Au début des années 2010, la République démocratique du Congo fait face à un paradoxe douloureux. Un pays doté de plus de 80 millions d'hectares de terres arables, l'un des plus grands potentiels agricoles au monde, mais qui dépend massivement des importations pour nourrir sa population. Chaque année, des milliards de dollars quittent le pays pour acheter du maïs, du riz, du poisson, des denrées que le sol congolais pourrait produire en abondance. C'est dans ce contexte de dépendance alimentaire et de potentiel inexploité qu'une idée spectaculaire a germé, la création de parcs agro-industriels. Le premier et le plus emblématique d'entre eux, Bukanga Lonzo. Je suis sûr que vous avez entendu les gros titres, un méga agroparc pour transformer l'agriculture congolaise, une promesse de modernité et d'autosuffisance. Mais que s'est-il réellement passé à Bukanga Lonzo, ce projet phare qui devait changer le visage de l'agriculture congolaise? Loin des discours officiels et des promesses initiales, nous allons plonger au cœur de ce dossier complexe pour en dresser le vrai bilan. Lancé en 2014, le projet Bukanga Lonzo était, sur le papier, une vision intégrée et ambitieuse. L'objectif principal était de créer un écosystème agricole complet, capable de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la semence à l'assiette du consommateur. Premièrement, il s'agissait de moderniser la production agricole. Le parc devait cultiver à grande échelle, principalement du maïs, sur des milliers d'hectares en utilisant des techniques modernes, semences améliorées, fertilisants et mécanisation. Deuxièmement, le projet visait à transformer les récoltes sur place. Fini le temps où les produits agricoles pourrissaient dans les champs, faute de débouchés. Le parc a été équipé d'entrepôts, de silos de stockage, d'une capacité de plusieurs dizaines de milliers de tonnes et d'unités de transformation pour produire de la farine de maïs. Troisièmement, l'objectif était de créer des emplois et de stimuler l'économie locale. On parlait de milliers d'emplois directs et indirects, offrant des opportunités aux populations environnantes et réduisant l'exode rural. Enfin, et c'était l'objectif ultime, Bukanga Lonzo devait réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires, en particulier pour la capitale, Kinshasa, située à quelques centaines de kilomètres. L'idée semblait simple et logique, relier les agriculteurs à la transformation, au stockage et au marché, créant ainsi un cercle vertueux de prospérité. Un projet d'une telle envergure nécessitait un financement colossal. Le montage financier reposait sur un partenariat public-privé. L'État congolais s'est engagé à investir massivement, débloquant des fonds importants via le trésor public. Les estimations initiales du coût total du projet avoisinaient les 250 millions de dollars, dont une première tranche significative a été décaissée par le gouvernement pour lancer les opérations. La gestion du projet a été confiée à une société sud-africaine, Africom Commodities, via sa filiale congolaise. Ce partenaire privé était censé apporter son expertise technique, gérer les opérations quotidiennes et attirer d'autres investisseurs privés pour compléter le financement et assurer la pérennité du parc. Le modèle prévoyait que l'investissement public initial servirait de catalyseur, créant une infrastructure et un environnement d'affaires si attractif que le secteur privé prendrait le relais. Cependant, la structure de ce partenariat et la gestion des fonds publics allaient rapidement devenir l'un des points les plus scrutés et les plus controversés du projet. La mise en œuvre a démarré sur les chapeaux de roue. Sur un site de près de 80 000 hectares dans la province du Kwango, les premières phases ont été visibles et impressionnantes. Des terres ont été défrichées, des routes tracées et des infrastructures modernes sont sorties de terre. Entrepôts, silos, bureaux administratifs et logements pour le personnel. Du matériel agricole de pointe a été importé. Tracteurs, moissonneuses-batteuses, systèmes d'irrigation. Les premières saisons de culture ont été lancées et les premières récoltes de maïs ont été célébrées comme une preuve du succès imminent du projet. Des images de champs de maïs s'étendant à perte de vue et de silos remplis ont été largement diffusées, renforçant le récit d'une révolution agricole en marche. Cependant, derrière cette façade de modernité, la mise en œuvre a rencontré des obstacles répétés. Des retards logistiques, des défis liés à l'adaptation des techniques agricoles importées au sol et aux climats locaux, et des difficultés dans la gestion des ressources humaines ont commencé à freiner l'élan initial. Rapidement, le rythme des constructions a ralenti, et certaines parties du plan, comme le développement de zones industrielles pour des transformateurs tiers, ne se sont jamais concrétisées. L'un des impacts les plus profonds et les plus douloureux du projet a été ressenti par les communautés locales. Le site de Bukanga Lonzo n'était pas une terre vide. Des milliers de personnes vivaient et cultivaient ces terres depuis des générations, selon des régimes fonciers coutumiers.
les communautés locales affirment que des terres leur ont été prises sans consultation adéquate. Elles dénoncent un processus d'expropriation mené à la hâte, où les promesses de compensation n'ont été que partiellement, voire pas du tout, tenues. De nombreux villageois ont perdu leurs champs, leurs zones de chasse et leurs sources de revenus traditionnelles. Les emplois promis, censés compenser ces pertes, se sont avérés moins nombreux que prévu et souvent précaires ou réservés à une main-d'œuvre venue d'ailleurs. Cette situation a créé de vives tensions sociales. Au lieu d'être des partenaires et les premiers bénéficiaires du projet, de nombreux membres des communautés locales se sont sentis dépossédés et marginalisés, regardant avec amertume ce géant industriel s'installer sur les terres de leurs ancêtres. Au-delà des tensions sociales, la gouvernance du projet est rapidement devenue une source majeure de controverses. Des organismes de surveillance, des organisations de la société civile et plus tard l'inspection générale des finances ont signalé de graves manquements. Les rapports ont pointé une gouvernance faible, un manque de supervision de la part de l'État et une gestion opaque des fonds publics alloués. Les contrats signés entre l'État et le partenaire privé, Africom, ont été critiqués pour leur manque de transparence et pour des clauses jugées défavorables aux intérêts congolais. Des allégations de surfacturation et de détournement de fonds ont émergé, jetant une ombre sur l'intégrité de l'ensemble du projet. Ces controverses ont culminé avec des enquêtes judiciaires et des litiges juridiques complexes entre l'État congolais et son partenaire privé, paralysant encore davantage les opérations du parc. Le projet, censé être un modèle de bonne gouvernance, est devenu un cas d'école des risques liés aux grands projets d'infrastructure menés sans une transparence et une redevabilité suffisantes. Quel a été le bilan économique final ? Malgré les récoltes initiales, le projet n'a jamais atteint ses objectifs de production à grande échelle, ni sa rentabilité. La production de farine de maïs, bien que réelle, est restée bien en deçà des capacités installées et n'a eu qu'un impact marginal sur l'approvisionnement de Kinshasa. Les coûts d'exploitation élevés, les problèmes logistiques et les conflits de gestion ont plombé la performance économique. En conséquence, une grande partie des infrastructures est restée sous-utilisée pendant des années. Les silos n'ont que rarement fonctionné à pleine capacité, les unités de transformation tournaient au ralenti, et les vastes étendues de terres préparées pour la culture ont été laissées en jachère. L'objectif d'attirer des investisseurs privés a largement échoué, le climat de controverse et d'incertitude juridique ayant dissuadé les capitaux. Au final, des centaines de millions de dollars d'argent public ont été investis pour un retour économique très limité, et la dépendance alimentaire du Congo n'a pas été significativement réduite par ce projet. L'échec relatif de Bukanga Lonzo offre des leçons cruciales pour l'avenir du développement agricole en RDC et ailleurs. Premièrement, cet écart entre la promesse et la réalité met en évidence un enseignement fondamental. Les méga-projets d'infrastructure ne peuvent réussir sans une gouvernance irréprochable. Cela signifie des droits fonciers clairs et sécurisés pour les communautés locales, des contrats transparents qui protègent l'intérêt public et des mécanismes de surveillance indépendants et efficaces pour suivre l'utilisation des fonds. Deuxièmement, le développement agricole ne peut se faire contre les agriculteurs. Les communautés locales doivent être considérées comme des partenaires essentiels dès la conception du projet, et non comme de simples fournisseurs de terres ou de main-d'œuvre. Leur savoir-faire traditionnel, leurs besoins et leurs droits doivent être au centre de la stratégie. Un développement inclusif qui partage les bénéfices est la seule voie durable. Enfin, la technologie et le capital ne suffisent pas. Il faut une vision à long terme, une compréhension fine du contexte local et un engagement politique constant pour surmonter les inévitables défis. Alors, quel avenir pour Bukanga Lonzo ? Le site est toujours là, avec ses infrastructures et son potentiel intact. Au fil des ans, il y a eu des changements politiques et de multiples annonces de relance. L'État congolais a repris le contrôle du site et cherche de nouveaux partenaires et un nouveau modèle de gestion. Plusieurs pistes sont explorées. L'une d'elles consiste à transformer le parc en une zone économique spéciale agricole, en le divisant en plus petites concessions pour attirer une diversité d'opérateurs privés, congolais et internationaux. Une autre piste met l'accent sur l'intégration de coopératives d'agriculteurs locaux dans le modèle d'affaires, en leur donnant accès aux terres, aux équipements et aux marchés. La réussite de toute relance dépendra de la capacité à tirer les leçons du passé, régler définitivement la question foncière avec les communautés
mettre en place une structure de gestion transparente et compétente, et s'assurer que le projet bénéficie réellement à l'économie congolaise. En conclusion, Bukangalonzo est un récit complexe, un mélange de visions grandioses, d'erreurs de gestion, de controverses et d'espoirs déçus. C'est le symbole d'un rêve de modernité agricole qui s'est heurté à la dure réalité de la gouvernance et des défis sociaux. Aujourd'hui, le parc est un travail en cours, un géant endormi dont le réveil est encore incertain. Le potentiel demeure immense, non seulement pour ce site, mais pour l'agriculture congolaise dans son ensemble. Mais sa réalisation dépendra de l'application rigoureuse des leçons apprises. Une meilleure gouvernance, un engagement communautaire authentique et un investissement patient et stratégique. Pour l'avenir alimentaire du Congo, l'histoire de Bukangalonzo, avec ses échecs et ses leçons, pourrait finalement s'avérer être sa contribution la plus précieuse. Le projet pourrait encore compter, non pas comme le succès éclatant initialement promis, mais comme le catalyseur d'une approche plus juste, plus transparente et plus durable pour le développement agricole du pays.